sommaire de ce journal, le concert de la chorale Les Messagers de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Daloa. C'est un temps de louange qui a permis la collecte de fonds pour les nécessiteux de la région. L'ouverture ce jeudi du programme dénommé Feu contre Feu de l'église Pentecôte Saint-Feu International s'est tenue en présence de plusieurs fidèles. Et le temps a été donné par le prophète ghanéen Sarpong Gabriel à Poissy. Nous parlerons aussi dans cette édition de la passation de charge entre le nouveau préfet de la région du Gontougo à Kakwasi Bio. Et enfin, comme tous les vendredis, nous refermerons ce journal par la rubrique Tourisme avec le président de la FENITOURSI, M. Diomandé Mamadou, qui viendra nous instruire sur le développement de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire. Mais avant, faisons le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous à ce temps d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Rendons-nous tout de suite dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Daloa, où s'est tenu récemment un grand concert de bienfaisance pour la collecte de fonds en faveur des orphelins et autres nécessiteux. C'est une initiative de la chorale Les Messagers de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres en abrégé USO de la dite localité. Et ceci marque la commémoration de la 55e année de ce cœur au service de l'évangélisation, un compte rendu de Pierre-Lois. Ce concert de bienfaisance, initié par les messagers de l'église USO Daloa Station, a pour objectif d'élever des fonds afin d'aider les enfants orphelins et nécessiteux de Daloa. Il est tiré du livre de Jacques 1, verset 16. Les responsables ecclésiastiques de cette église ont attiré l'attention des fidèles sur la générosité. Il s'agit pour la chorale de redonner l'espoir et le sourire à cette couche de population en difficulté. Donc nous avons prévu leur donner des prises en charge scolaires et nous voulons vraiment donner un coup de main au maximum d'enfants nécessiteux et orphelins. Nous avons une très longue liste. C'est vrai que les moyens que nous avons eus ce soir ne sont pas assez suffisants pour prendre tout le monde en charge, mais nous savons qu'avec la grâce de Dieu, d'autres bonnes volontés vont nous contacter. Pour réussir cette mission, les messagers comptent sur la bonne volonté des autorités ecclésiastiques et administratives de Daloa. Et les responsables des messagers d'ajouter que la situation des orphelins et nécessiteux de Daloa est d'une importance à ne point négliger. Dieu a assigné cette mission à tout un chacun. Et là, c'est ce que nous voulons faire. Et nous savons que c'est vraiment une organisation noble pour pouvoir vraiment montrer aux yeux du monde que, étant enfant de Dieu, il faudrait qu'on s'entraide. Comprenez que la pure religion, comme Jacques le dit, c'est d'apporter du soutien à ces démunis qui n'ont rien. Et c'est le rôle primordial de l'Église. Et c'est ce que la chorale vient de faire. À cette occasion, plusieurs donateurs ont réagi séance tenante afin de permettre à la chorale Les Messagers de réussir sa double mission d'évangélisation et de générosité. Retour à Abidjan où le ministère de la Nouvelle Alliance, dirigé par le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, a organisé récemment une grande veillée de prière et de délivrance au centre de prière Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a été instruit au cours de ce programme de prière sur le thème « Comment récupérer vos biens confisqués », le commentaire de Jean-Cyril Djebi. Comment récupérer vos biens confisqués? C'est sous ce thème que s'est déroulée la dernière veillée de prière du ministère international de la Nouvelle Alliance dirigé par le prophète de Dieu Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Ce vendredi 21 septembre 2018, après une longue série de témoignages, tout est allé très vite avec le Père de la délivrance. Je sens devant les poils des agrès. Derrière quelque part. Je vais libérer deux femmes. Tu entends parler par les dragons. Prophétise. Oh. C'est une personne qui se réveille sans les douleurs dans le corps. Comme quelqu'un qu'on a marché. C'est le signe qu'elle te donne. Mais tu ne peux pas résister devant la puissance de l'éternel. Le cerveau vient de laisser des pieds dans le corps. J'entends vraiment ce qu'on a dit dans ce prophétise. Et je vois tes filets du centre revenir. Tous ceux qui l'ont promis l'ont oublié. Prophétie. Je ne sais pas s'il vit
Mais cet esprit de Dieu a commencé à t'arroser. Je vu un Dieu qui est ouvert. Et Jésus a commencé à t'arroser. Il y a une personne, je vais attaquer tes yeux, ton œil. Il y a un œil qui te fait très mal. Prophétise. Il y a un serpent qui a caché dans tes yeux. Il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Je sais pas, il y a 2 jours de cela, je me suis réveillé et puis j'avais très mal à l'œil droit. Ici jusqu'à la tempe. Dieu t'a guéri. C'est autour de 7 heures du matin que les nombreux fidèles venus des 4 coins du pays se sont retrouvés libérés et séparés des liens de famille. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable peuvent participer tous les derniers vendredis au vendredi de miracle au centre de prière Jésus-Christ à Atoban, a conclu l'homme de Dieu. L'ouverture ce jeudi du programme dénommé Feu contre Feu de l'église Pentecôte Saint-Feu international s'est tenue en présence de plusieurs fidèles venus de partout. Le ton de ce programme a été donné par le prophète Sarpong Gabriel Akwasi, venu d'Accra, invité spécial du révérend docteur apôtre Angbozan Patrice, nous dit Jean-Cyril Djebi. Ils étaient plus de 2000 fidèles à prendre d'assaut l'église Pentecôte Saint-Feu internationale de la commune de Yopougon, district d'Abidjan, ce jeudi. Objectif, prier pour l'exaucement de leur requête. Toute chose à laquelle Dieu n'est pas resté indifférent. À travers son serviteur, le prophète Gabriel Akwasi Sarpong, venu du Ghana pour la circonstance, Dieu a comblé les attentes de ses enfants. Ça fait des années, moi et mon mari, on a fait bagage, ma bague est perdue. Aujourd'hui, ma grande surprise, j'ai retrouvé ma bague dans mon sac. En tout cas, je le remercie encore. C'est l'homme de Dieu, il est vraiment véritable. Le leader de l'église Pentecôte Saint-Feu international, l'apôtre Angbozan, initiateur de ce programme dénommé Feu contre Feu, explique les raisons qui les poussent à organiser de tels programmes avant de lancer un appel. Ceux qui sont dans le monde qui critiquent le corps de Christ, qui critiquent les chrétiens, qu'ils sachent que Dieu existe toujours bel et bien et Dieu continue toujours à faire des miracles. Ça, c'est le premier. Maintenant, voici que nous venons de commencer et voyez les choses qui sont en train de se passer, que les gens sont étonnés. Parce qu'on confond le prophète à celui qui a des dons de prophétie. C'est aujourd'hui les gens commencent à voir les prophètes. Même ce qui est en train de se passer, ça n'a rien encore, n'a pas encore arrivé à notre entente. Je ne suis pas encore trop satisfait parce que ce qu'il y a vu au Ghana, je veux voir même plus que ça ici. Ouvert jeudi, ce programme s'achève ce dimanche. En attendant, les fidèles manifestent leur joie pour ce que Dieu a commencé à accomplir dans leur vie. Un mot de société à présent portant sur la présentation du nouveau préfet de la région du Gontougo. Dans le nord-est ivoirien, il a été officiellement présenté aux autorités administratives et à la population de la région. C'était récemment lors de la cérémonie de passation des charges entre Akakwasi Bio, dont il s'agit, et son prédécesseur. Notre correspondant, Anissé Kouadio, dans la localité, était présent à cet événement. Akakwasi Bio est le nouveau préfet de la région du Gontougo, présenté officiellement en présence des autorités, des élus, des cadres, des autorités traditionnelles, religieuses, des directeurs et chefs des services, ainsi que des populations de la région, à l'occasion de la cérémonie de passation des services entre le préfet de région entrant et le sortant, présidé par l'envoyé spécial du ministère de l'Intérieur, le superviseur Djedjmel Dejan, qui a invité le nouveau préfet de région à se munir de certaines vertus pour mener à bien sa mission dans la région. Il faut beaucoup d'humilité. On dit l'humilité précède la gloire. Dieu abaisse les orgueilleux, mais il élève les personnes humbles, modestes. Humilité, modestie sont les grandeurs que tu dois privilégier dans l'exercice de ta mission. Au nom des élus et des populations de la région du Gontougo, le président du conseil régional, Kosonou Kwasi Ignace, a déclaré que toutes les populations de la région sont au service du nouveau gouverneur. Vous assurez, en cas de notre constante disponibilité, de ce que vous pouvez compter sur nous en tout temps et en tout lieu. Il a assuré l'intérim du préfet du département de Bondoukou. M. Sila Mustafa a relevé que l'ensemble du corps préfectoral seront toujours à la disposition du nouveau préfet de région. Nous ferons preuve de loyauté, de sincérité et de franchise pour vous aider à réussir
votre mission à la tête de la région du Grand-Togo. Aka Kwassibio, le tout nouveau gouverneur de la région du Grand-Togo, dit vouloir travailler de concert avec tout le monde pour réussir sa mission. Ensemble, nous conduisons la grande région du Grand-Togo. Un peut-être seul ne peut rien faire. C'est avec vous que nous travaillons. Je suis à votre disposition. Que nous travaillons ensemble. Parce que c'est ensemble que chacun apporte sa connaissance. Pour que le travail que nous allons faire soit un travail bien accompli. Le tout nouveau préfet des régions, Aka Bio Kwasi, a été confié au Seigneur grâce aux prières de Monseigneur Benoît Kwasi, administrateur du diocèse de Bondoukou. Viens l'aider, viens le soutenir dans tout ce qu'il va faire. Que nous soyons rassurés que tu es à ses côtés. Aka Bio Kwasi a reçu les honneurs militaires des détachements du bataillon de sécurisation de l'Est, de la gendarmerie, de la police nationale et des eaux et forêts. Il est à noter que M. Aka Kwasi Bio, préfet hors grade, chevalier de l'ordre national, nouveau gouverneur de la région du Grand-Togo, était anciennement préfet du département de Taï. Il a été aussi préfet du département de Bouna de 2007 à 2010. Il revient encore à nouveau dans le Zanzan, une terre qu'il connaît parfaitement. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité africaine. Il y a une très bonne nouvelle pour le peuple somalien qui, 30 ans après, obtient son premier prêt de la Banque mondiale. Et à cet effet, la Banque mondiale a déclaré qu'elle travaillerait désormais avec ce pays longtemps déchiré par la guerre civile pour améliorer les services tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie et la finance pour tous les citoyens. La Banque mondiale a approuvé l'octroi de 80 millions de dollars de prêts à la Somalie pour financer les réformes des finances publiques. C'est le premier décaissement en 30 ans du gouvernement d'un pays déchiré par la guerre civile. Dans les détails, le conseil d'administration a approuvé un financement de 60 millions de dollars pour le projet de financement des coûts récurrents et de réforme et de 20 millions de dollars pour le projet de renforcement des capacités en recettes et gestion des finances publiques. La banque a déclaré qu'elle travaille également avec le gouvernement de Mogadiscio pour améliorer les services tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie et la finance pour ses citoyens dans le cadre d'un projet appelé Country Partnership Framework. L'économie somalienne devrait connaître une croissance annuelle moyenne comprise entre 3,5% et 4,5% du PIB entre 2019 et 2022. À l'international présidentiel au Brésil, à 10 jours de l'élection présidentielle, le représentant de l'extrême droite est hospitalisé après avoir été poignardé lors d'un meeting. Et suite à cela, les têtes de liste de gauche ont pris leur distance avec le Parti des travailleurs de Lula, incarcéré pour corruption. Le Brésil, à 10 jours d'une élection présidentielle marquée par l'incertitude. Les candidats se sont affrontés lors d'un débat ce mercredi, mais en l'absence du favori des sondages, le représentant de l'extrême droite Jair Bolsonaro, hospitalisé après avoir été poignardé lors d'un meeting. Les têtes de liste de gauche ont pris leur distance avec le Parti des travailleurs de Lula, incarcéré pour corruption depuis le mois d'avril. Dans la course à la présidence, l'ancien chef de l'État a dû céder sa place à Fernando Haddad, qui aurait besoin d'un large report de voix pour espérer l'emporter s'il franchit le cap du second tour. Les drones font désormais partie des appareils employés pour les services de secours. Mais les différentes règles au sein de l'Union européenne limitent leur utilisation. Et à cet effet, la Commission européenne se tourne encore une fois de plus devant la Cour de justice de l'Union européenne concernant les réformes judiciaires en Pologne. Recourir aux drones en cas de situation d'urgence. Cette technologie est désormais une réalité. Lors de cet exercice, la caméra thermique placée sur l'appareil permet par exemple de donner des informations supplémentaires sur ce qu'il se passe à l'intérieur du bâtiment. Je peux voir maintenant qu'il y a encore une victime dans la pièce et c'est extrêmement précieux. Ces données permettent aux commandants de répartir les ressources dans les différentes zones. Le sommet consacré aux drones et à la sécurité a rassemblé à Bruxelles différents services de secours. Les pompiers italiens ont pu, à cette occasion, faire part de leur expérience en matière de recherche des victimes après l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Nous avons utilisé des drones pour produire des modèles panoramiques en 2 dimensions pour identifier les différents objectifs sur lesquels on pouvait intervenir afin d'optimiser le planning des opérations de secours. Toutefois, l'utilisation des drones est freinée par la fragmentation des réglementations nationales en la matière. L'Union étudie donc la possibilité d'harmoniser les législations entre les États membres.
De nombreuses entreprises dans la chaîne de valeur de l'espace européen ont des produits et peut-être même des solutions, mais elles ne peuvent pas les commercialiser à l'heure actuelle. Une fois la législation mise en œuvre, l'industrie s'ouvrira et le commerce avec. L'enjeu est aussi économique. Le secteur pourrait créer 150 000 emplois d'ici 2050. La Commission européenne saisit une nouvelle fois la justice de l'Union contre les réformes judiciaires en Pologne. Cette deuxième requête concerne cette fois la Cour suprême polonaise. Le gouvernement ultra-conservateur veut diminuer l'âge du départ à la retraite des juges de 70 à 65 ans, un projet considéré comme dangereux par l'institution européenne. La Commission pense que le maintien de l'abaissement de l'âge du départ à la retraite prévu dans la nouvelle loi entraînera des dommages sérieux et irréversibles. C'est pourquoi la Commission va demander à la Cour des mesures intérimaires dont les objectifs sont tout d'abord de suspendre la mise en œuvre du départ à la retraite, ensuite de s'assurer que les juges concernés par cette nouvelle loi continuent d'exercer pleinement leurs fonctions et enfin d'arrêter la nomination de nouveaux juges pour les postes concernés par cette loi. De son côté, le parti Droit et Justice, au pouvoir en Pologne, ne semble pas vouloir amender son programme de réforme. Nous avons réformé le système judiciaire polonais car la haine envers sa propre patrie est l'une des maladies qui a affecté certains juges et qui conduit au malheur. Il y a quelques années, je traitais cette situation en tant que Premier ministre. Varsovie fait aussi l'objet d'une autre procédure, plus politique, pour risque de violation de l'état de droit. L'Organisation mondiale a annoncé une baisse de la croissance mondiale du commerce de l'année 2018-2019 et pour cause l'intensification des tensions entre les grands partenaires commerciaux et la mise en place de barrières commerciales. La croissance du commerce mondial pour 2018 et 2019 sera moins importante que prévu. C'est ce qu'affirme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Cette année, le commerce devrait progresser en volume de 3,9% et plus de 4,4%, ce qui avait été prévu en avril. En cause, l'exacerbation des tensions entre les grands partenaires commerciaux et la mise en place de barrières commerciales réciproques. L'OMC appelle les gouvernements à surmonter leurs divergences et à faire preuve de retenue. Dans le collimateur de l'organisation, il y a surtout les États-Unis et la Chine, première et deuxième économie mondiale. En janvier, Donald Trump a lancé une guerre commerciale en taxant les produits chinois, ce à quoi Pékin a immédiatement répliqué en imposant ses propres taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Il y a un an, près de 720 000 Rohingyas ont été forcés de fuir la répression militaire en Birmanie. Aujourd'hui, à Teknaf, dans le sud du Bangladesh, le camp de réfugiés Uchiprang abrite plus de 23 000 Rohingyas. Et maintenant, ils sont en tout près d'1 million à vivre dans le pays. Comment aider ces familles de réfugiés? Regardons ensemble cet élément. Ici, l'année dernière, il n'y avait rien. Aujourd'hui, à Teknaf, dans le sud du Bangladesh, le camp de réfugiés d'Uchiprang abrite plus de 23 000 Rohingyas. Ils sont en tout près d'1 million à vivre dans le pays, pour la plupart dans des camps comme celui-ci. Il y a un an, près de 720 000 Rohingyas ont été forcés de fuir la répression militaire en Birmanie. Nous sommes revenus au Bangladesh pour rencontrer ces déplacés et nous rendre compte de leurs conditions de vie dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Cet exode forcé n'était pas le premier de la minorité musulmane birmane, mais c'était de loin le plus massif. Les Rohingyas ont fui une répression que l'ONU a qualifiée de génocide. On ne sait pas exactement combien ont été tués, car les autorités birmanes interdisent d'enquêter dans l'état de Rakhine, d'où vient cette communauté. Mais le dernier rapport indépendant fait état d'au moins 24 000 morts. Je viens de Tulatoli. J'ai vu des soldats tuer des gens, les jeter dans un étang et violer des femmes. C'est pourquoi je me suis enfui. Cet homme a été témoin dans son village d'un véritable massacre. Comme de nombreux Rohingyas, il a trouvé ici refuge et produits de première nécessité. Mais le camp, construit à la hâte, est surpeuplé. Daniela Dourso, qui travaille pour l'un de ses principaux donateurs, regrette de ne pouvoir apporter plus d'aide aux réfugiés.
Ils ont besoin d'être protégés, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ici, ces réfugiés sont apatrides, ils n'ont pas de statut légal dans ce pays, ils ne peuvent donc pas se déplacer librement, ils ne peuvent pas travailler ni recevoir d'éducation. Dans le camp, le plus grand défi, c'est l'assainissement de l'eau contaminée. C'est ce que s'efforce de faire l'ONG française Solidarité Internationale. Le Bangladesh a exhorté la communauté internationale à augmenter la pression sur la Birmanie pour commencer le rapatriement des Rohingyas. Mais ces derniers attendent des garanties. Nous demandons justice pour le génocide dont nous sommes victimes. Nous ne voulons pas rester ici, mais il faut que le gouvernement birman nous reconnaisse comme citoyens, sinon nous ne rentrerons pas. Un mot de sport à présent, l'Euro 2024 finit le suspense. C'est pour l'Euro 2024, finalement, c'est l'Allemagne qui abritera cette compétition prestigieuse de football. En effet, le pays d'Angela Merkel, disposant de toutes les infrastructures qui lui ont valu d'être choisi devant la Turquie, qui a encore assez à faire pour convaincre l'UEFA à l'avenir. Pour la 4e fois d'affilée, grosse désillusion pour la Turquie. The host of the Euro 2024 will be Germany. L'UEFA a finalement préféré choisir l'Allemagne pour accueillir l'Euro 2024. Le pays qui avait organisé la Coupe du Monde en 2006 partait favori. La compétition européenne s'était même déjà déroulée outre-Rhin il y a 30 ans tout juste, avant la réunification de l'Allemagne. Contrairement à la Turquie, l'Allemagne disposait déjà de toutes les infrastructures pour accueillir l'événement. 10 des stades de Bundesliga ont été retenus par l'instance européenne, dont l'Allianz Arena de Munich et le stade olympique de Berlin. Après sa défaite en demi contre la France lors de l'Euro en 2016 et son élimination dès le premier tour du mondial cette année, la Mannschaft aura certainement à cœur de se rattraper à domicile devant ses supporters. Comme annoncé dans les titres, voici à présent notre rubrique tourisme avec l'entretien accordé à la rédaction par M. Diomandé Mamadou, président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, en abrégé FENITOURCI. Donne-nous les motivations qui sous-tendent la mise en place d'une fédération qui regroupe les différents corps de métier. Nos chefs d'État et gouvernement de l'espace communautaire UEMOA ont décidé de faire de notre espace communautaire un marché touristique. Pour cela, ils ont mis en place la politique commune du tourisme. Et cette politique commune du tourisme a été validée. Il fallait maintenant mettre un programme de développement. Ce programme de développement, nous avons passé 4 ans en train de travailler sur le programme de développement du tourisme de l'espace UEMOA. Après la mise en place de ce programme, il fallait au moins un comité de gestion que nous appelons le CNC. Après le CNC, les comités nationaux de tourisme, de coordination du programme. Après, il y a le CRC, c'est le comité régional de coordination du programme. Après la validation de tous ces mécanismes et ces instruments, il fallait aujourd'hui faire des recommandations au secteur privé, aux États, qui sont les acteurs du développement du tourisme dans chaque pays. C'est ainsi, ce séminaire a recommandé qu'on appelle au secteur privé les différents corps, de mettre les différents corps de métier ensemble, à savoir les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les loueurs de véhicules, l'artisanat d'art. Artisanat d'art tout simplement parce que quand vous partez quelque part, je parle du tourisme intérieur, quand vous allez à Korogo, vous allez à Daloa, vous allez à Mans, vous revenez toujours avec un petit souvenir de la région. Donc c'est l'artisanat d'art. Voilà comment nous avons, c'est sous les recommandations de l'UEMOA que la fédération, la FENITOURCI, a vu le jour. Combien de structures revendiquez-vous? Je le dis, je ne donne pas de chiffres exacts, tout simplement parce qu'au niveau des agences de voyage, par exemple, nous avons près de 400 et quelques agences de voyage en Côte d'Ivoire, d'où moi-même je suis issu. Et quand tu prends les statistiques, aujourd'hui, au niveau des maquis, nous avons près de 3000 et quelques maquis en Côte d'Ivoire. C'est vrai,
que nous en possédons au moins les 2 tiers ou bien 1 tiers qui ont formalisé leur adhésion. Après, nous avons les hôtels. Nous avons près de 2300 hôtels en Côte d'Ivoire. Mais tous ces hôtels-là ne sont pas malheureusement formellement constitués. Or, nos tests, les statuts et règlements intérieurs de la FENITORCI et la vision de FENITORCI et les engagements de FENITORCI auprès des organismes internationaux tels que l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, dont nous sommes membres. Nous sommes signataires du Code mondial d'éthique qui nous freine. On a plus de sympathisants que d'adhérents. Sympathisants tout simplement parce qu'ils sont acteurs du tourisme, ils sont en ce moment, mais ils ne sont pas formellement constitués, on les accompagne pour être qu'on appelle constitués formellement avant d'adhérer à la FENITORCI. Nous avons plus de 2500 aujourd'hui membres de la FENITORCI. En matière de renforcement des qualités, quelle place accordez-vous à la formation? Quand la FENITORCI a vu le jour, c'est-à-dire le 25 novembre 2011, la première question que nous avons, le premier sujet que nous avons attaqué, c'était d'avoir fait l'état des lieux du tourisme ivoirien. De passage, je peux vous dire, dans tout ramasser, que nous avons touché au statut, aux problématiques de les critères réglementaires et juridiques du secteur. Mais nous avons constaté aussi que beaucoup des employés, de nos employés, ne sont pas qualifiés. D'autres sont venus sans formation au niveau des hôtels, au niveau des locations de véhicules, au niveau de la restauration. C'est des cousins, c'est des cousines qui malheureusement qui sont arrêtés à des niveaux aussi tant et qui n'avaient pas de formation, qui sont retrouvés dans ce secteur. Donc nous avons fait, au moins nous avons retrouvé près de 34 à 40 modules de formation que nous avons signé un partenariat avec la Chambre de commerce pour nous accompagner dans le renforcement des capacités. Nous en avons aujourd'hui près de 500 de nos employés et collaborateurs qui ont bénéficié des renforcements des capacités avec des modules tels que l'aide du client dans un restaurant. Je prends un exemple, par exemple aujourd'hui quand on va dans les restaurants entre midi et 2, pour te servir ça prend du temps, et pour avoir la monnaie, la facture ça prend du temps, quand tu as besoin de quelque chose entre temps pour que quelqu'un puisse venir t'assister, c'est un problème. Nous appelons ça l'œil du client. Quand un client franchit le portail du restaurant ou de l'hôtel ou le temps, il doit être suivi. Nous vivons tous les jours les mêmes problématiques. Des clients, on essaie seulement de recenser. Il faut être réaliste en tant que promoteur. Sinon, c'est l'entreprise, ce sont les investissements qui prendront un coup. Merci à tous de votre aimable attention à ce temps d'information réalisé par Atsin Armel et Assis Jean-Baptiste sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Excellent week-end en compagnie de Béni TV, Béni TV+, et les 3W.béni.tv.